Donc, je suis ravi de vous accueillir. Donc, il y a Franck Dubray qui va se connecter avec nous, normalement qui est en ligne. Je me tourne vers la régie. Voilà. Bonjour, Monsieur Dubray, qui est Energy Manager chez Métro France. On est ravi de vous accueillir virtuellement. Vous deviez être avec nous. Vous ne le pouvez pas. On le regrette, mais on est content que vous ayez pu vous connecter et être avec nous tout de même. Merci. Voilà, vous nous entendez bien. Tout va bien. C'est tout bon. Tout va bien. Tout va Oui. bien. Et donc, Monsieur Dupré, avec vous, on accueille Ulysse Pierrot, et dont je n'ai plus le titre sous les yeux, puisque ça, voilà, donc qui est développeur photovoltaïque grand compte chez Réservoir Sun, et donc qui a travaillé avec Métro sur des projets très innovants en lien avec la RSE, et on va le voir. Et Daniel Munier, qui a été un peu aussi une des mouches du coche, pas le seul, de ces 2 jours, qui a posé pas mal de questions, encore à l'instant, qui est président de la tâche PVPS de l'Agence internationale de l'énergie et qui est également responsable Auvergne-Rhône-Alpes pour Texol. Voilà, donc je vais de suite vous donner la parole, Monsieur Dubray, Monsieur Pierrot. Vous avez des micros devant vous, la télécommande également. Moi, je ne l'ai pas. Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour l'accueil et c'est un plaisir de pouvoir échanger sur ces projets avec vous qu'on a développés donc, avec Métro France. Franck, je vais te laisser commencer. Ouais, je vois Je vois pas les slides, c'est bon, super. Du coup, tout ça, ça a commencé par une démarche RSE chez Métro, de vouloir s'engager sur des consommations d'énergie propre, avec tout un plan à long terme sur l'énergie. Donc depuis 2007, alors moi j'y étais pas encore en 2017, mais voilà, c'est ma prédécesseuse qui a travaillé dessus. Un travail collaboratif initié par le service RSE et avec une communication très large au sens interne et externe et des ambitions très fortes sur le fait de vouloir réduire les émissions de CO2 environ 40% à 2030, si je ne dis pas trop de bêtises. Et tout ça en travaillant sur le sourcing énergie, donc de sélectionner des fournisseurs qui peuvent intégrer de la fourniture d'énergie verte. Donc pour ça, sans trahir de secret, on a donc signé un PPA avec notre fournisseur. On en passe d'en signer d'autres. Il y a une volonté d'accroître le portefeuille sourcing d'énergie en PPA. Et en plus, avec Réservoir Sun, des solutions d'autoconsommation. Et c'est à partir de ça qu'on a créé le plan Sun 22 chez Métro, à savoir équiper 22 entrepôts en panneaux solaires. Alors, le plan, c'est uniquement pour l'instant sur les 2 ventures, donc sur les hauts vents et tout ce qui est accueil client et parking, accompagné par Réservoir Sun. Et donc pour faire un petit bilan sur le projet, donc comme le disait Franck, c'était un objectif de solariser donc une vingtaine de sites. Bon, il y a eu quelques sites qui ont été perdus en route malheureusement pour des contraintes techniques ou autres. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est de solariser une quinzaine de sites avant la fin de l'année 2021, donc 2022. On a des sites qui sont situés un petit peu partout en France pour une puissance totale d'environ 2,4 MW qui permet de couvrir 15% de la consommation annuelle des différents sites. Donc 3 gigawattheures d'énergie produite et consommée sur les sites. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, qu'on va présenter un petit peu plus bas, c'est que ce partenariat qu'on a avec Métro, l'idée c'était de développer des solutions photovoltaïques en autoconsommation, qui était une réflexion de longue date aussi de la part de Métro, mais de proposer d'autres solutions annexes qui permettaient de porter ces sujets, que ce soit à l'externe ou à l'interne chez Métro, pour pas simplement installer des panneaux et simplement réduire la consommation issue du réseau, mais d'avoir vraiment un projet plus global qui a intégré l'ensemble de l'entreprise et des différents clients de Métro ou interlocuteurs avec qui ils peuvent travailler.
Mais sur le projet qu'on développe aujourd'hui, donc pour faire un petit retour d'expérience, aujourd'hui on a 6 sites qui ont été solarisés et qui sont opérationnels, qui sont situés un petit peu partout en France, on les voit ici, et on voit donc voilà, les courbes de production sur un mois d'exploitation qui est le mois de juillet. C'est voilà, 6 sites où on a dû travailler main dans la main avec les personnes de métro présentes sur site pour comprendre leurs contraintes, puisqu'on est sur des sites ERP où on a beaucoup de problématiques d'exploitation, principalement à certaines périodes de l'année, comme les périodes hivernales ou les périodes d'été. Donc on doit avoir une forte capacité à s'adapter au site sans pour autant mettre en péril ces différents projets qui sont en cours de construction. Pour donner un exemple très, très concret sur le site de Marseille, qui se situe à côté du siège social de Réservoir Sun, donc un projet assez emblématique. Donc on est sur les hauts vents des parkings qui sont les premières zones que Métro souhaitait équiper. On avait pas mal de sujets techniques qui sont les renforts de charpente qui portent préjudice beaucoup à l'exploitation du site Métro, puisque on doit travailler en sous-face des hauts vents, et donc c'était une très très grande problématique pour eux, surtout à certaines périodes de l'année. Et donc on a dû s'adapter pour pouvoir limiter l'impact sur l'exploitation des magasins, pour que leur activité reste au même niveau pendant ces périodes-là. On voit les différentes phases suivantes de la mise en place de la centrale, qui avait été fait en bonne intelligence avec les gens sur site, et les gens aussi au national, comme les équipes de Franck qui sont sur Paris. L'important aussi du partenariat, c'est pour un peu rappeler la force de Réservoir Sun et faire un petit peu de pub aussi, qui était un point important pour Métro. C'était finalement des solutions en autoconsommation, mais en tiers investissement, puisque finalement le cœur de métier de Métro, et comme la majorité de nos clients, c'est pas d'investir dans des panneaux solaires pour faire de l'autoconsommation. Et donc nous, on proposait une solution qui leur convenait parfaitement, qui était une solution en tiers investissement. Et donc ils avaient aucun capex à sortir pour le projet, et simplement l'électricité qui leur était refacturée. On répondait aussi à beaucoup de besoins qu'ils avaient, comme je le disais, par rapport à l'exploitation des sites, donc des équipes travaux et des partenaires très expérimentés sur tout ce qui est ERP, puisqu'on est issu on a une maison mère qui est Green Yellow, qui travaille énormément sur les magasins casinos, et on avait une très bonne connaissance de ces contraintes-là, qui était un point très important pour eux dans la construction de notre partenariat. Du coup, ensuite, la suite du partenariat, donc c'était les plus que j'évoquais tout à l'heure. Ça, je vais laisser Franck en parler un petit peu plus en détail, et je compléterai si besoin. Ouais, merci Ulysse. Sur le financement participatif, là on parle de communication interne sur ce que Métro veut promouvoir par rapport à l'énergie verte. L'idée, c'est que les collaborateurs Métro puissent participer à un financement de centrale. Donc on s'est entendu avec Réservoir Sun pour passer par un intermédiaire qui est Endosphère, sur laquelle les enchères en fait vont être mises, enfin pas un système d'enchères, mais un système d'appel de fonds. Et en fait, les collaborateurs Métro, ça fera sûrement des envieux, il y aura une limite à l'investissement, mais ils pourront participer au projet avec un retour sur investissement sur 5 ans, avec un taux de rendement qui est plus intéressant qu'un placement sur un livret A. Donc, c'est des choses qui sont proposées. Là, on parle de communication interne sur laquelle nous a accompagné Réservoir Sun. Ensuite, je te laisse compléter, Ulysse, si tu veux. Oui, juste pour ajouter un petit élément qui était un point important, je pense que c'était l'idée d'impliquer finalement les salariés de Métro dans ces projets, puisque aujourd'hui, quand on a les chantiers qui ont lieu sur site, ils voient des gens qui montent sur leur auvent, qui font des travaux de renfort, et ils se posent la question de qu'est-ce qui se passe concrètement. Donc c'était un moyen de communiquer sur les travaux qui étaient faits, et donc de les faire participer pleinement à ces projets du groupe Métro. Et du coup, est-ce que vous avez senti, vous, du côté des salariés de Métro, une appétence pour venir participer au projet ? Le tour de table n'est pas terminé, hein, mais... ça, je communique pas forcément énormément avec les salariés de Métro, mais c'est vrai qu'on a un bon retour de leur part, puisque finalement,
bon, il y a quand même une partie des salariés sur site qui étaient sollicités, donc ils étaient déjà voilà, contents qu'on les mette dans les boucles pour toutes les solutions techniques, parce que c'est quand même leur magasin, et ils sont chez eux, donc ça, c'était un point important. Et ça, je pense que sur le financement participatif, c'était... je pense que Franck, je ne sais pas si vous avez déjà des retours vis-à-vis de la communication autour de ça, mais je sais que voilà, c'était un point fort pour eux. Oui, pour nous, en fait, on a fait une première réunion en interne avec le management. On s'attend quand même à faire des jaloux au sein de chez Métro. On se dit qu'il y aura beaucoup de monde qui sera intéressé parce que c'est quand même un placement financier sécurisé au sein du groupe. On se dit qu'il y aura sûrement beaucoup de monde qui sera intéressé et que les gens seront peut-être déçus de ne pas pouvoir avoir pu participer quand le panier sera rempli. On crée la frustration. Mais ça devrait être d'une deuxième participation. Très bien. Si on peut remettre à l'écran la présentation du coup pour avancer. Ouais. Parfait, merci. Tu vois la slide? Oui. Ouais, c'est bon. Ensuite, il y avait un plan de communication à l'externe avec nos clients Métro. Comment leur montrer que Métro consomme vert. On a eu l'idée d'instaurer un jeu concours avec eux, à savoir que dans l'entrée des entrepôts, il y aura des kakémonos avec participation à jeu, appel à projet. En fait, on va leur dire, vous avez de la surface éventuellement pour avoir des panneaux solaires. L'idée, c'est que vous nous montriez votre projet. On aura un petit comité, un petit jury. On va faire un appel à projet, on va délibérer et on va offrir en fait 3 kits d'autoconsommation à 3 gagnants et pour lesquels ils auront droit à consommer de l'énergie verte gratuitement. Donc ça fera une sorte de belle publicité de Réservoir Sun et de Métro auprès de nos clients finaux. Et pour compléter l'élément, c'est que du coup le jury qui désignera les différents lauréats de ce jeu concours qui sera en lien en fait avec des inaugurations qu'on a prévues sur le territoire français. Le jury donc, sera composé de personnel de Métro sur site et des élus pour aussi impliquer les clients de Métro, mais les interlocuteurs et élus locaux dans ce projet-là. Parfait, merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je n'en vois pas pour le moment. Je n'en ai pas en ligne non plus. Donc Daniel, je te laisse la parole pour enchaîner, pour poursuivre. Bon, super. Avec une vision plus internationale. Sans transition, alors on va un petit peu prendre du recul et de la hauteur par rapport à cette première présentation qui me paraît extrêmement pertinente parce que vous verrez que je ferai vraiment souvent écho à ce qui a été dit concrètement. Alors je vais commencer par faire une approche croisée internationale et puis je finirai au niveau national par un exemple. Alors mon angle d'attaque, c'est plus le PPA qui est une partie des leviers RSE, mais vous verrez que ça a un lien assez intéressant. Donc je suis parti du principe de mon activité au niveau international, de la connaissance un petit peu de ce qui se fait à l'extérieur, et je pense que sur cette thématique, c'est vraiment intéressant. Sans plus attendre, donc comment développer le photovoltaïque au sein des entreprises? On a vu qu'ici on avait un très très bel exemple et je reviendrai plus tard, mais au niveau marketing c'est extrêmement audacieux et je pense que c'est vraiment le sens de l'histoire, on va le voir. On peut passer par la vente au réseau classique, ça voilà, les choses ont été déjà dites, redites, on va avoir des évolutions, c'est l'actualité, mais on peut aussi rentrer dans une logique de PPA. Et c'est la piste qu'on va explorer maintenant, sachant que, bien sûr, ce n'est pas la seule. On a vu, par exemple, qu'on peut aussi aller vers de l'autoconsommation collective. Et ce n'est pas totalement étanche. Ou même, on l'a vu aussi ce matin, de la production d'hydrogène, d'autres modèles économiques qui se dessinent. Alors, un peu déjà de théorie sur les PPA, sans trop rentrer dans les détails. Et vous verrez tout en bas que ma source, c'est... une association internationale qui s'appelle RE100. Je vous invite vraiment à aller voir un petit peu sur Internet. C'est ce qui se fait de mieux au niveau mondial sur les acteurs économiques, donc entre autres industriels, et je crois que Métro en est, sans trop m'avancer, qui ont pour objectif d'être 100% renouvelables à une échéance 2030. On verra en moyenne dans la diapo. Et donc on voit dans ce graphe qui illustre très bien les différents modèles.
Donc ça va de l'autoconsommation tout en haut à gauche, qui en fait a vraiment une grosse utilisation de l'électricité produite, mais avec peu de sourcing, jusqu'au certificat d'utilisation de production d'énergie verte. Et avec tous les intermédiaires, dont le PPA classique, le on-site, le off-site, enfin toute une série de choses. Et c'est là où RE100 est très intéressant parce qu'il permet un petit peu de voir de manière un petit peu mutuelle, collective, comment en fait, ces grandes entreprises procèdent. On voit qu'en moyenne, c'est 2028 pour être 100% renouvelable parmi les différents membres, et que déjà un tiers de la quelques centaines d'adhérents au niveau mondial sont déjà à ce stade-là, à travers les différents modèles qu'on voit à gauche. Et donc, la grande majorité se donne 10 ans, certains plus, mais on voit que c'est quand même assez vite que ces entités veulent aller vers du 100% renouvelable. Alors, ce qui est très intéressant maintenant, quand on regarde aussi avec ce levier RE100, c'est les motivations. Et là, on voit que, et je vous laisse regarder, bon, il y a de l'anglais, mais ça doit être assez facile à déchiffrer, le cost savings, c'est vraiment pas du tout la première priorité. On voit qu'on est déjà sur de l'économie de CO2, des comptes à rendre, sur la gestion de la ressource, de l'approvisionnement, de la stabilité des prix, sur un certain nombre de thématiques liées aussi aux appétences et aux envies des consommateurs. Ensuite, au niveau des PPA, enfin des différents modes, des méthodes pour arriver à ces objectifs, on voit que, et c'est souligné sur le graphe de droite en vert, le PPA est quand même un volant quand même relativement important utilisé, que l'autoconsommation, ce n'est que 2% pour l'instant à l'échelle mondiale. Donc on voit qu'en France, on a des audacieux qui le font, et c'est plus que 2% à mon avis. Je reviendrai après sur le fait qu'on a tout à gagner à mieux connaître, et ça a été déjà évoqué ce matin par certains, combien, où et pourquoi le monde de l'entrepreneuriat et de l'entreprise génère de ce type d'installation. Et on voit qu'on est encore sur des certificats, sur une grande majorité. Voilà, les pistes également, ça aussi c'est très intéressant, le REX de RE100 qui permettrait d'améliorer les conditions des PPA et donc de développer l'autoconso photovoltaïque à terme au niveau RSE, c'est de créer des règles du jeu équitables, de promouvoir les investissements directs et aussi travailler avec les services publics, les fournisseurs d'électricité, pour essayer de mieux intégrer la possibilité de développer ce type d'installation. Voilà. Je passe assez vite, mais voilà, c'est un petit peu les grandes lignes. Je rappelle que toutes les slides seront disponibles sous quelques jours. Hein, j'aimerais vraiment qu'on laisse du temps aux questions-réponses, mais c'est vraiment pour vous faire un survol assez vite. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe en France ? Alors là, c'est une belle source d'inspiration, c'est la plateforme verte qui a été très bien présentée ce matin, qui a fait un gros travail sur les CPPA. On voit encore une fois que, en fait, on est anecdotique dans la proportion totale de systèmes, on va dire, de capacité d'énergie renouvelable en France par rapport aux pays du Nord. Ça a été évoqué tout à l'heure sur d'autres aspects, et sur les États-Unis, où 1/5 de l'énergie renouvelable électrique installée, en fait, c'est des CPPA. Voilà. Donc on est sur ce constat-là qu'on a tout à faire, et puis on voit sur le graphe de droite que, en fait, pourquoi ça va changer ? Parce que, en fait, on a inéluctablement, en fait, une migration de l'incitation vers des logiques de PPA photovoltaïque qui plus est auprès des acteurs industriels. Il n'y a pas de raison. Mais, du coup, dans cette évolution, on parle d'évolution des nouveaux actifs sur le réseau vers du PPA, ou on parle d'actifs en fin d'obligation d'achat qui vont s'orienter soit vers du marché, soit vers du PPA. On va voir les deux. Alors, je ne sais pas si je peux retourner en arrière. Peut-être parce que je suis allé un Normalement, peu vite. si. Non, là, je peux qu'avancer. Ah ouais, d'accord, il faut que je fasse. Voilà, c'est bon. C'était le bouton du dessous. Oui, en fait, par rapport à votre question, ça va vraiment être un mix des deux. Je pense que les actifs arrivant en fin de vie, déjà, en fait, on en a encore pour 5 ans en France,
a priori, sur la plupart. priori. Donc, c'est peut-être pas pour tout de suite. Mais admettons, dans 5 ans, ça suffira pas. Clairement, ça suffira pas. Parce que dans la dimension RSE, et ça a été très bien, je pense, présenté avec Métro, il y a l'acceptabilité sociale qui fait qu'il va falloir aussi montrer au sein des entreprises que, en fait, on le fait aussi chez nous et qu'on le fait avec l'environnement. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Sinon, on va rester au stade typiquement des certificats, des logiques un petit peu unbundled, ce qu'on dit au niveau international, qui sont à distance. Et là, ça n'aura pas le même impact. Donc, il y a vraiment cette logique, à mon avis, qui sera vraiment importante à développer. Et je pense que les entreprises vont beaucoup jouer là-dessus. Parce que pourquoi le faire ? C'est parce que aussi, au-delà de toutes les raisons techniques, économiques, c'est vraiment d'être signifiant pour le consommateur. Là, je pense que c'est le signal, en tout cas, qu'on voit au niveau international et la tendance. Donc, nouveaux actifs et à proximité du lieu de consommation. Tout à fait, tout à fait. Et justement, ça me fait rebondir sur une excellente idée marketing qui est Made in USA. Vous le voyez en bas à gauche, la source, c'est le syndicat, enfin l'Enerplan américain, qui, depuis 3 ou 4 ans, a développé un baromètre. Vous voyez, en fait, la liste. Alors, on ne les voit pas super bien, mais on voit quand même qu'en haut, il y a une bonne partie des GAFAM. Vous voyez Apple, Google, Amazon, Facebook, qui, en fait, chaque année, vous voyez, avec le code couleur, ajoutent des actifs, alors ici, photovoltaïques, et qui, entre guillemets, se tirent chacun pour être le premier et être le plus en avance. Et je pense que ça pourrait être, ce baromètre annuel, ça pourrait être une excellente idée de le réaliser en France, parce que je rebondis sur une des questions ce matin qui était combien en France on a dans le secteur du photovoltaïque hors cadre classique, hors comptage Enedis et autres systèmes. On aurait vraiment tout intérêt, parce qu'en plus, aux États-Unis, je vous laisse deviner, ce type d'initiative est extrêmement bien vu par les acteurs qui sont listés. Parce que c'est aussi pour eux un outil marketing de se faire connaître. Et donc c'est quelque chose, en ce moment, on est en train de réfléchir à essayer de le mettre de le monter et de le mettre en place sur le plan national, parce que je pense que ça pourrait avoir vraiment un effet bénéfique et même stimulant pour les acteurs. Et donc, entre autres, forcément, Métro ferait partie de cette liste au niveau français et pourrait l'utiliser également. Voilà. Je ferme la parenthèse pour maintenant revenir sur un exemple très concret qui avait été présenté il y a 2 ans au niveau de la plateforme verte. Donc certains peut-être retrouveront. C'est une illustration toute simple. Un acteur de l'agriculture, en fait, dans le sud-ouest de la France, dans les Landes, qui, alors certains connaissent parmi vous le projet d'autoconsommation individuelle sur des serres agricoles, des tomates, avec une logique sur 10 hectares, donc un gros serriste, avec une logique vraiment énergie durable, être tout à fait cohérent entre le zéro pesticide et puis la gestion énergétique de leur site. Donc c'est un projet de construction de serre qui a démarré en 2014, avec 2,5 MW souscrits à cette époque. En 2015, la volonté de diminuer l'empreinte énergétique, donc au niveau du chauffage des serres, et donc naturellement un projet d'autoconsommation individuelle. Depuis, grâce à cela, la puissance souscrite a été ramenée à 1,2 MW, puis à 650 kW après 1 an. Donc la logique après a été de dire on va essayer de profiter de l'environnement de l'époque pour cofinancer le projet, donc avec lauréat de l'appel à projet autoconso de la région Nouvelle-Aquitaine. Ça a permis de mettre en place 470 kW crête en photovoltaïque pour un peu plus de 600 kg, avec une subvention région et un certain nombre d'économies attendues. Une logique d'autoconso assez sympathique, puisque un site qui consommait beaucoup d'énergie électrique. Et l'intérêt était pour ce type de serre d'interagir avec un mode de consommation électrique permettant d'améliorer le rendement de la serre au niveau sanitaire. Enfin, je ne rentre pas dans les détails. Et donc, c'était vraiment une très très bonne coexistence et qui a permis ensuite aux maîtres d'ouvrage aussi de communiquer en disant voilà, on n'est pas que on va dire investisseurs, baisser notre facture d'électricité, être cohérent avec notre image marketing, mais également avoir une vraie logique technique
entre notre outil de production et puis l'instrument photovoltaïque. Donc c'est vraiment une histoire logique et concrète et cohérente. Voilà, donc toute une logique après de business plan, un temps de retour, vous voyez en bas à droite, de l'ordre de 10 ans, même un TRI projet de l'ordre de 8%, donc vraiment des très bonnes conditions. Voilà. Donc je vais assez vite aller là-dessus, avec plutôt un petit focus sur les difficultés rencontrées, et notamment pour un projet de ce type, le surcoût lié à la protection de découplage, donc souci à l'année 1, parce que parmi les premiers, mais qui se révèle être après un avantage, puisqu'en fait, même cette entité a pu communiquer, répliquer, faire d'autres projets, en disant « maintenant je connais bien, parce que j'ai une puissance souscrite assez importante, je fais de l'autoconso, mais par contre je dois quand même bien être au point sur ma protection de découplage ». Donc voilà, un processus plutôt positif à l'échelle du maître d'ouvrage lui-même. Et puis, par contre, les points positifs, qui est peut-être le principal, c'est lié à ce que je viens de dire. C'est un site en pointe sur l'utilisation des ENR. C'est une logique complémentaire avec la Cogégaz à l'époque. Également sur la logique aussi de l'histoire. On produit des tomates sans pesticides et on est clean au niveau de notre électricité. Et puis, finalement, 25% d'économie d'énergie. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation qui boucle un petit peu sur du concret ce que je voulais faire passer comme message. Merci beaucoup. Du coup, j'ai une question qui était d'abord adressée à Metro à l'issue de la première présentation, mais qui se pose aussi sur cet exemple qu'on vient de voir à l'instant sur le producteur de tomates, qui est celle de la motivation. La motivation de ce producteur, la motivation de Metro, est-ce que c'est une motivation qui est... On a vu les slides internationales que Daniel montrait tout à l'heure, avec justement le fait que le coût était pas forcément était même loin d'être le premier facteur de motivation de la part de l'entreprise qui investit dans le développement solaire, en PPA ou en autoconsommation. Et là, du coup, la motivation, est-ce qu'elle est essentiellement économique? Est-ce qu'elle est essentiellement une motivation liée à l'image de marque et aux valeurs que l'entreprise promeut, hein? C'est ce qu'on ressent chez le producteur de tomates, globalement. Et là, pour le coup, le producteur de tomates n'est pas du tout concerné, mais est-ce que c'est aussi afin de respecter le décret tertiaire? Je ne sais pas si Franck a des éléments. Je veux bien répondre. Chez Metro, la réponse est dans la question. En fait, c'est une motivation d'image, forcément, de montrer à nos clients que Metro consomme vert. La question du prix, parce que finalement, c'est un engagement de prix qu'on a avec Réservoir Sun. Et quand on voit les prix de marché aujourd'hui, on se dit que tout ce qui n'est pas acheté sur le marché est autoconsommé à un prix que l'on paye à Réservoir Sun qui aujourd'hui est meilleur que le prix de marché. On ne sait pas ce que ça sera demain, mais la motivation du prix, oui. Dans le plan à moyen long terme, c'est de se dire les marchés sont volatiles, c'est pas sécurisé. On aime mieux financer un producteur qui s'implante localement à un prix fixé et connu pour les X années à venir, et au moins d'avoir cette sécurité de prix, tout en ayant une image de consommateur vert. Merci beaucoup, Daniel. Je peux peut-être compléter tout à l'heure, alors je ne vais pas revenir en arrière, mais dans le fameux graphe RE100, le prix, c'était la motivation importante pour 65% des membres. Ce n'était pas la première, mais pour moi, la réponse est là aussi, c'est que c'est « et ». C'est pas où. C'est-à-dire que pourquoi des entités comme Metro ou même tous les membres de RE100 agissent, c'est parce qu'ils ont avant tout, ils veulent être les premiers ou les pionniers, non pas uniquement mobilisés pour des raisons économiques, mais ils ont aussi l'argument supplémentaire d'être les premiers à franchir le pas. Et je suis assez convaincu que dans 5 ans, on va avoir beaucoup d'entreprises qui iront non plus avec le « et », mais uniquement pour des raisons économiques. Mais on a besoin, dans cette courbe d'apprentissage, qu'on ait d'abord ces acteurs. On peut prendre les GAFAM, c'est typiquement ça. C'est-à-dire qu'eux, en plus, ont les moyens de le faire massivement, ils déblayent le terrain, et puis on va avoir, je pense, une augmentation progressive. Et moi, je souhaite vraiment qu'en France,
on est dans le fameux baromètre que je veux pousser, on est de plus en plus d'entreprises, des PME qui y aillent pour des raisons pas uniquement RSE du tout. Et je pense que ça va sans doute être le cas. D'accord, donc on passe de la décision au sein du service ou de la direction RSE à la décision au sein de la DAF et de la direction des affaires financières qui ira sur des motivations économiques au-delà des motivations RSE, des critères tertiaires et du service com qui viendra mettre son grain de sel sur l'image. Très bien, j'ai pas de nouvelles questions en ligne. J'ai une question dans la salle. Bonjour à tous, Gauthier Zénith, Énergie à nouveau. Ma question s'adresse à Monsieur Munier. En fait, je me demande pourquoi vous considérez qu'un électron d'origine renouvelable, en l'occurrence photovoltaïque, serait plus vertueux s'il fait l'objet d'un corporate PPA plutôt qu'une valorisation sur le marché ou à travers un contrat de complément de rémunération. Et derrière, en fait, ça, ma question, j'aurais une contre-proposition à vous faire sur le baromètre. C'est pour le développement des ENR se pose la question de la rareté du foncier ou de la rareté de l'off-taker. Et du coup, pourquoi on ne ferait pas plutôt un baromètre sur la mise à disposition d'espaces fonciers pour développer des centrales renouvelables plutôt que l'achat d'une certaine puissance? Autrement dit, par exemple, quand on prend Amazon qui signe des corporate PPA, vaut-il mieux 10 MW signés par Amazon de corporate PPA ou 10 MW libérés sur les toitures et installés réellement sur les toitures d'un entrepôt? Excellente question, merci. Il y a deux aspects. Le premier, il est quand même, il y a quelque chose au milieu qui s'appelle le réseau électrique, qui joue quand même son rôle, qui aura son mot à dire, on va le voir dans l'avenir sans doute. Et donc, est-ce que les approches parallèles seront au même niveau? Je ne suis pas tellement sûr, parce que si on identifie et qu'on rapproche la production de la consommation, sans doute qu'on va pouvoir avoir un certain nombre d'avantages. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça. Hein. Et le deuxième aspect, il est peut-être plus important. Je pense que dans le domaine privé, et notamment ici, dans la logique entrepreneuriale, l'acceptabilité sociale, elle va être gigantesque. Et c'est aussi pour le déploiement de notre filière photovoltaïque. Et je dévie un petit peu, mais je pense qu'on ouvre une porte assez importante. Ce que l'on connaît avec d'autres énergies renouvelables, dans lesquelles on commence à avoir une population qui émet quelques réserves, en étant moi-même très réservé, je veux pas trop. Et ben en fait, le photovoltaïque qui ne le connaît pas du tout va le connaître. Et ça, je vous parle avec le retour de ce que je constate au niveau international. Dans certains pays où il y a beaucoup de photovoltaïque installés déjà, on commence à avoir quelques réticences. Et donc, pour les entreprises, le fait de mobiliser leurs actifs dans lesquels on va installer du solaire, je pense que ça va vraiment beaucoup aider. Parce qu'au niveau de la population, il y aura vraiment une compréhension, une correspondance directe. Et dernière chose, je finirai par ça, c'est que justement, je pense que Métro en est un très très bon exemple, on a des surfaces disponibles dans l'immobilier de ces acteurs qui n'a pas encore été utilisé, qui est assez gigantesque. Alors on sait que techniquement, ce n'est pas si facile, mais on a déjà en tant que tel un merveilleux réservoir, sans faire de mauvais jeux de mots, ou de très bons jeux de mots. Et donc, ne serait-ce que ça, je pense que ça vaut vraiment la peine de le privilégier. Et vraiment, pour conclure sur ma réponse, ce n'est pas antagoniste. On pourra se faire les deux. Mais cette option, je pense qu'elle va avoir un bel avenir. Ouais, non, bon. Je pense qu'on peut essayer de triturer dans tous les sens la question du baromètre, parce qu'il y a un facteur qui apparaît pas dans le baromètre, c'est celui du besoin, en fait, en énergie. Et effectivement, il est logique que les GAFAM soient plus prescriptrices ou acheteuses de cette énergie en PPA, parce qu'elles sont fortement consommatrices comme entreprise. Donc, par définition, elles vont avoir plus de besoins que certains des autres acteurs qui vont être classés dans le tableau qu'on avait. Et donc, voilà. Après, on peut aussi aller chercher d'autres indicateurs du type quelle part des besoins couverts par l'électricité verte. Est-ce que c'est 100% est-ce que c'est moins? C'est un peu ce que faisait RE100 avec les objectifs qu'on voyait tout à l'heure. Ouais. Et justement, ce baromètre, une idée aussi sous-jacente, c'est que chaque année, un petit peu comme RE100 le fait sur ses rapports annuels, c'est d'avoir un angle thématique.
Et donc, on pourrait très bien, par rapport aux entreprises, lier, et là j'ouvre aussi une autre porte très intéressante, c'est que ces acteurs, en fait, vont être amenés à faire de la rénovation énergétique de leurs bâtiments. Et donc, d'avoir à terme, pourquoi pas, un intérêt à retoucher leur toiture, qui, pour l'instant, en fait, ont leur performance propre, mais pourront être à la fois améliorées au niveau de l'isolation et en même temps permettre enfin d'avoir la capacité structurelle d'accueillir du photovoltaïque. Et donc, on pourra rebondir dessus en disant, chez tel, on va dire, acteur industriel, en fait, le développement d'un projet photovoltaïque a permis également de jouer sur la consommation finale, grâce à l'isolation. Voilà, j'ouvre des... Enfin, c'est assez prospectif, hein, c'est un petit peu aussi mon rôle à travers cette activité au sein de l'AIE, mais dans d'autres pays, on commence à le voir. Et donc, on a un double levier. C'est pas si prospectif que ça, puisqu'en fait, y compris dans les réponses officielles de l'ADEME sur le décret tertiaire, hein, qu'on évoquait tout à l'heure, dans les réponses officielles de l'ADEME, on évalue les efforts faits par une entreprise sur ces bâtiments au regard de ses factures. Et donc, tout ce qui est autoconsommé, finalement, dans ce cadre-là, autoconsommé sur site, évidemment, on n'est pas dans les PPA qui restent avec une facture, pour le coup, ni même dans l'autoconsommation collective, puisqu'il y a franchissement depuis le réseau public par le compteur pour aller sur le site, mais en tout cas, sur l'autoconsommation individuelle, elle est embarquée dans ces objectifs de réduction assez importants des consommations d'énergie du réseau, du coup. Voilà, on réduit les consommations d'énergie du réseau avec comme baromètre la facture d'électricité, de gaz, de chaleur nécessaire au fonctionnement du site. Et donc l'autoconsommation est un vecteur d'amélioration du bilan énergétique de ces bâtiments. Ouais, et justement, là aussi, je rebondis sur... vous avez parlé du mot-clé de l'autoconso collective. Il y a un exemple très très concret que j'ai entendu en fait, lors d'une pause qui me paraît extrêmement intéressant à citer. C'est un acteur commercial, je ne vais pas le citer, plutôt dans la distribution, qui a un projet photovoltaïque sur son magasin en France et qui s'adresse à un public plutôt une population qui n'est pas très aisée, qui habite souvent dans des logements sociaux et qui a l'idée, avec sa production photovoltaïque, d'autoconsommer le maximum, mais tout son surplus, notamment les week-ends ou lors des périodes de fermeture, c'est de le mettre à disposition d'un bailleur social qui se trouve next door. En gros, ses clients. Ben ça, alors là encore, hein, on est sur de l'épiphénomène pour l'instant, mais je pense que ça préfigure le fonctionnement de demain. Parce que, pareil, on fait toujours de la double ou triple utilisation d'une démarche, à la fois marketing, économique, technique. Tout à fait. Et donc, du coup, ça revient à la question qui se posait tout à l'heure, à savoir les motivations de cette mise en place de PPA ou d'autoconsommation avec ou sans tiers investisseur ne sont pas nécessairement économiques. On le voit là, parce que si on se dit je vais partager mes électrons qui sont générés à des moments où moi je ne les utilise pas, parce que c'est ma clientèle, parce que c'est mes voisins, parce que finalement, aller les valoriser à quelques pouillèmes de centimes du kilowattheure, j'aime autant aller vers une action solidaire. Et je reboucle avec la table ronde qu'on avait hier aussi sur ces sujets. Voilà, je préfère faire du don de ces électrons que j'avais prévu dans mon business model comme étant des électrons autoconsommés. Il y a des moments où ils produisent et j'ai la possibilité de me les faire rémunérer, pas grand-chose, ou de les vendre sur le marché à un moment où ça produit beaucoup. Qu'est-ce que je peux en faire? Comment je peux les valoriser, que ce soit en solidarité, en image de marque de mon entreprise, et là où en interaction avec le quartier, les collectivités, etc., qui sont mon lieu de chalandise et de travail et de vie, finalement. Et donc, on a un vrai sujet, effectivement, autour de ces motivations-là. Je ne sais pas si côté métro, ça éveille quelque chose. Peut-être que vos clients ne sont pas forcément les habitants autour de vos magasins et de vos entrepôts. Non, la zone de chalandise n'est pas forcément la même que pour un grand distributeur. Après, le jeu participatif s'inscrit un petit peu dans cette démarche de faire participer nos clients à notre démarche.
D'accord, donc là c'est du coup dans l'interne de l'entreprise d'impliquer les salariés et les collaborateurs. Ouais, puis je voulais ajouter quelque chose, là encore, qui est très inspiré de ce qui se fait dans le monde anglo-saxon. Et là, vous allez voir que c'est un petit peu ma casquette, l'autre. Le digital, en fait, de tous ces systèmes, de tous ces projets, c'est qu'en fait, on a plein de data. On peut, voilà, sur la production, sur les taux de couverture, sur plein de choses. Et donc, on peut s'amuser. On sait tous que ça a une durée de vie limitée pour attirer un petit peu l'œil, pour faire une action marketing, mais c'est infini. On peut faire plein de choses. On peut un petit peu transmettre via les réseaux sociaux l'impact que ça fait, de réagir avec, d'avoir de l'évolutif. Je vous rappelle que l'autoconsommation, la centrale, elle n'est pas figée. On peut la faire augmenter en puissance. On peut même à terme, vous savez tous qu'en fait on va faire du repowering peut-être, on aura pas mal de liberté. N'oubliez pas que si on quitte le tarif régulé, les ventes, les contrats d'achat sur 20 ans, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et donc ça, c'est un super instrument, je pense, pour l'entreprise, pour pouvoir communiquer et puis faire vivre des actions marketing. Et j'ai vraiment été très agréablement surpris par le jeu concours. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Ça aura sa durée de vie assez faible. Au bout de 6 mois, 1 an, on oubliera. Mais il y aura encore d'autres choses qui pourront être faisables de cet ordre-là. Oui, tout à fait. Et puis en fait, finalement, ce que je retiens aussi des échanges, c'est que aujourd'hui, ce type d'approche, c'est de l'approche finalement innovante. Demain, quand tout le monde le fera, ce sera trop tard. Si on veut en faire un argument marketing. C'est aujourd'hui que c'est un argument marketing. Demain, si tout le monde en PPA a des proportions plus ou moins grandes, si tout le monde a des ombrières photovoltaïques sur ces bâtiments qui accueillent du public, etc., on sera plus novateur à le faire, on sera juste suiveur. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, j'en vois une ici. Si on peut amener un micro, s'il vous plaît, ici. Bonjour, Arthur de Pape-Enerfi. Lorsqu'on regarde les slides, on se rend compte qu'effectivement, il n'y a pas forcément un retard des PPA, du modèle PPA, mais plutôt du modèle PPA en France. Et donc, ça pose la question du pourquoi. Et donc, on peut imaginer effectivement, principalement pour des raisons économiques, avec des BP qui peuvent parfois bloquer quand on cherche à aller vendre de l'énergie à un tiers, sachant qu'en France, on a un coût de l'énergie relativement bas. Ça, c'est la principale raison, je suppose. Mais la seconde, c'est peut-être une complexité aussi de mécanismes de mise en place. Est-ce qu'un PPA, finalement, n'est pas beaucoup plus compliqué, chronophage à mettre en œuvre qu'une opération vente totale, autoconso classique? Et si oui, qu'est-ce qui est prévu à venir prochainement pour simplifier un petit peu tout ça? Bonne question, je ne sais pas s'il y a une réponse unique. Je ne sais pas exactement. Je pense que la complexité de mise en place, elle n'est pas complètement différente. Enfin, c'est pas complètement différente de l'autoconso. Je pense que c'est principalement lié au signal prix, puisqu'en fait, c'est vrai qu'on a des. Bon, cette année, ça a bien évolué, puisqu'on est à des prix au-dessus de 100 € du mégawattheure sur l'électron, mais dans les années d'avant, on était, comme on l'a vu ce matin, plutôt autour de 30 ou 50, et c'est quand même très très compliqué. On le voit sur les prix de bits des appels d'offres, de descendre à des prix qui sont équivalents à ça. Même sur des très grandes centrales au sol. Donc je pense que c'est quand même ça le point le plus bloquant aujourd'hui. Oui, je confirme totalement. Sur la plateforme verte, il y a un rapport qui a été édité qui a montré les 30 premiers PPA en France. En fait, le client, c'est la SNCF, c'est du protégé, c'est du semi-public ou vraiment voilà, un gros. Et ça veut tout dire. Ça veut dire qu'en fait, la sphère privée, jusqu'à présent, avait peu d'intérêt à aller dans cette direction parce qu'elle avait beaucoup plus simple ou c'était pas encore suffisamment intéressant. C'est vraiment par cela, ce que je vous ai montré, c'est qu'en fait, on préfigure l'avenir, on est prêt on va y aller. Et donc, c'est toujours bien de voir un petit peu quelles sont les conditions et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. D'autant que, et ça fait 2 jours, les conditions de l'autoconsommation deviennent de plus en plus intéressantes. Donc, entre guillemets, on est en train de construire le stade, enfin le terrain de jeu, et on sait un petit peu, on a déjà vu des images du match qui a eu lieu juste à côté, sur un terrain de jeu similaire. Donc, c'est super. Enfin, je pense que ça se prépare bien, ouais, ça se préfigure bien.
Je pense que si on n'a plus de questions de la salle, ce sera le mot de la fin. Et donc, on va dire descendez sur le stade, ne restez pas en tribune. C'est ça ? Exactement. Parfait. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre participation, de ces éclairages qui ont élargi un peu le scope de l'autoconsommation avec justement cet éclairage PPA qui est un peu plus au-delà, qui est de l'autoconsommation via le réseau, finalement, d'une certaine manière. Et donc je remercie tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. On se retrouve dans la salle à côté tout de suite autour d'un verre si vous le souhaitez. Et je remercie les 500, plus de 500 personnes qui s'en sont inscrites, ont suivi nos journées depuis hier. Je pense qu'on a eu un bon point d'actualité sur où on en est en 2021 de l'autoconsommation. On n'a pas eu toutes les annonces qu'on attendait. Il y en a encore à venir. Ça veut dire qu'on en a encore sous le coude pour travailler d'ici l'année prochaine et monter beaucoup de projets. Mais comme le disait André Joffre, les 30 glorieuses du solaire commencent et on a le cadre qui s'ouvre très clairement pour ces 30 glorieuses du solaire. Et donc, on compte sur l'ensemble de tous ceux qui sont intéressés par cette filière, qui ont suivi ces 2 jours pour y participer et descendre jouer le match plutôt que de rester en tribune. Merci beaucoup à tous.